Bienvenue dans ce podcast consacré à la prévention et à la détection de l'escroquerie au crédit, un sujet vraiment d'actualité dans le secteur financier. Oui. On va explorer ensemble la formation réglementaire qui aborde ce phénomène sous tous ses angles. Intéressant. Alors, le module se penche sur la prévention, la détection et les bonnes pratiques. Pouvez-vous nous dire comment il est structuré? Oui, absolument. La formation se divise en trois parties majeures. D'abord, le cadre juridique et réglementaire, notamment la définition de l'escroquerie au sens de l'article 313.1 du Code pénal, et ensuite une partie qui s'intéresse aux techniques d'escroquerie et modes opératoires, pour finir avec la prévention et la mise en œuvre de procédures Ya, c'est opérationnelles. clair. Donc on parle à la fois de la théorie, comme l'évolution jurisprudentielle récente, avec, des cas de spoofing, et de l'aspect pratique, non? Exactement. Le module propose un panorama complet, allant du contexte juridique, où on aborde les obligations réglementaires des intermédiaires en crédit, à l'analyse des modes opératoires innovants des fraudeurs. Par exemple, on étudie en détail l'arrêt révolutionnaire sur le spoofing datant d'octobre C'est 2024, qui pertinent. redéfinit la responsabilité bancaire. Cela vous semble presque une nouvelle ère dans la détection de la fraude, non? Oui, en effet, homme, c'est comme si la jurisprudence avait mis le doigt sur l'évolution des techniques frauduleuses. On voit clairement que les fraudeurs adoptent des moyens de plus en plus sophistiqués, allant des falsifications classiques à des techniques numériques avancées comme le Correct. spoofing. Ces évolutions obligent les professionnels à renforcer leur vigilance. Je vois. Et qu'en est-il des objectifs pédagogiques de cette formation? La formation vise à clarifier les notions juridiques complexes et à expliquer leur impact sur le métier, HUM, en permettant aux professionnels de mieux identifier les signaux d'alerte dans un dossier de crédit. Les objectifs se déclinent en 4 grands blocs. Maîtriser le cadre légal, identifier les techniques frauduleuses, appliquer des mesures de prévention concrètes et savoir réagir en cas d'incident. Tout à fait. Donc, si je comprends bien, il ne s'agit pas seulement d'apprendre la théorie, mais aussi de mettre en place des procédures concrètes sur le terrain. Tout à fait. Par exemple, le module insiste sur l'importance des contrôles d'identité et des vérifications documentaires rigoureuses, Ya, afin absolument. d'éviter que des dossiers frauduleux ne passent inaperçus. C'est un double regard. D'un côté, la compréhension des textes, et de l'autre, l'intervention concrète dans le montage et la validation des dossiers. C'est fascinant. Et j'ai remarqué qu'il y a aussi des études de cas dans le module, n'est-ce pas? Oui, effectivement. On retrouve plusieurs études de cas réels et anonymisés, comme l'affaire Apollonia, qui illustre comment, malgré la qualité apparente des documents, la fraude peut passer inaperçue. C'est très instructif. Ce cas démontre, par exemple, le risque encouru par le courtier en cas de vérification insuffisante. Parlons-en un instant. Dans l'affaire Apollonia, la négligence du professionnel a conduit à des pertes considérables pour la banque. Ne trouvez-vous pas que cela expose une faille dans l'approche parfois trop superficielle de certains intermédiaires? C'est un point crucial. Certains pourraient dire que la qualité apparente des documents suffirait. Mais non, l'affaire démontre que même Exact. si tout semble en ordre, il faut aller au-delà, vérifier en profondeur avec des outils comme le SVER et effectuer des contre-vérifications auprès des employeurs. C'est un parfait exemple de la nécessité d'une approche proactive pour détecter la fraude. Donc, on voit bien l'importance de HUM, formé non seulement aux aspects théoriques, mais aussi à la pratique opérationnelle. Alors, quelle est l'approche pédagogique adoptée par cette formation? La pédagogie s'appuie sur plusieurs piliers complémentaires. D'abord, une approche par compétences métiers qui permet d'aborder les contenus de façon progressive, du fondement juridique au cas par cas opérationnel. Ensuite, l'utilisation d'études de cas réels favorise l'interactivité et le partage des expériences. C'est une méthode Enfin, très il y concrète. a, une veille réglementaire intégrée pour rester à jour avec l'évolution des textes et de la jurisprudence. Cela paraît vraiment complet. Mais comment assure-t-on l'adaptation de ces connaissances au quotidien pour les professionnels sur le terrain? C'est justement là que la boîte à outils opérationnelle entre en jeu. La formation propose, par exemple, des checklists de vérification, des procédures de contrôle interne et même des modèles de rapports d'analyse de fraude. Ces outils permettent de formaliser les réflexes professionnels pour qu'ils deviennent US et coutumes dans le quotidien du métier.
Exactement. C'est l'idée de rendre ces réflexes palpables et utilisables immédiatement. En parlant d'outils opérationnels, vous mentionnez également des modules concernant le signalement des incidents auprès des autorités. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, l'un des objectifs est de clarifier les modalités de signalement aux autorités compétentes telles que TRACFIN. Le cours détaille les procédures à suivre en cas de suspicion ou de constatation d'une fraude et insiste sur la nécessité d'une réaction rapide. C'est important, car dans un environnement aussi dynamique que le secteur du crédit, chaque minute compte. Tout à fait. Je trouve particulièrement intéressant que la formation prenne en compte non seulement la fraude traditionnelle, mais aussi les nouvelles techniques numériques, comme le spoofing. C'est une approche assez modernisée, non? Absolument. On se penche sur les deux grandes catégories. D'une part, les techniques classiques comme la falsification de documents ou l'usurpation d'identité, et d'autre part, les techniques modernes liées aux technologies numériques, notamment le spoofing et Ça se l'ingénierie voit? sociale. Oui. Cela permet aux professionnels de se préparer à toute forme de fraude, même les plus innovantes. Et est-ce que la formation aborde aussi les aspects économiques et commerciaux de ces fraudes? Oui, tout à fait. L'enjeu de la formation ne se limite pas à une question juridique. Il s'agit aussi de préserver la confiance, la crédibilité et la rentabilité dans un marché très concurrentiel. La formation explique comment l'augmentation des fraudes, qui, pour ne citer qu'un chiffre, montre une progression de 15% des signalements liés à la fraude documentaire, peut impacter directement la réputation des intermédiaires et, par conséquent, leur activité commerciale. Exact, ça met les choses en perspective. Vous avez mentionné l'évolution jurisprudentielle récente sur le spoofing, notamment l'arrêt du 23 octobre 2024 et celui du 12 juin 2025. Quel impact pensez-vous qu'ils auront sur l'activité des IOBSP? Ces arrêts changent la donne. Parce qu'ils imposent aux banques de renforcer leurs dispositifs de sécurité et par ricochet, aux intermédiaires devront redoubler de vigilance. Pour les IOBSP, cela signifie qu'ils bénéficient d'une protection renforcée du fait de la non prise en compte de la négligence grave du client dans des fraudes complexes. Cela redéfinit les contours de la responsabilité et encourage plus de transparence dans la relation avec le client. Bien dit, intéressant. Mais, franchement, ne pensez-vous pas que cette protection accrue pour les clients, si elle est bien intentionnée, pourrait aussi engendrer des difficultés pour les professionnels en termes de responsabilité? C'est un point valable. Certains diront que si la loi protège davantage le client, cela pourrait, dans une certaine mesure, décharger les banques tout en reposant la responsabilité sur les courtiers. C'est vrai. Toutefois, la formation insiste sur la vigilance accrue et sur l'importance de procédures rigoureuses pour que chaque maillon de la chaîne reste responsable. En fin de compte, il s'agit d'un équilibre à trouver entre protection du client et responsabilité professionnelle. Un équilibre difficile, en effet. Pour terminer, sur quel conseil central les professionnels devraient-ils se concentrer selon cette formation? Le message central est que la prévention de la fraude doit être proactive et intégrée dans tous les aspects de l'activité. Il ne s'agit pas de réagir uniquement après coup, mais d'adopter une stratégie globale de sécurité qui combine maîtrise du cadre juridique, outils pratiques, vigilance opérationnelle et surtout une veille active sur les nouvelles menaces. Absolument, c'est fondamental. C'est donc une invitation à transformer le risque en un avantage concurrentiel, en se dotant des outils et des réflexes pour anticiper et contrer la fraude. Exactement. En adoptant une démarche proactive, les professionnels ne se contentent pas de respecter la réglementation, ils se positionnent comme des acteurs de confiance dans un marché de plus en plus complexe et digitalisé. Oui, tout à fait. Merci pour cet éclairage enrichissant. Cela montre bien que la formation sur l'escroquerie au crédit n'est pas simplement académique, mais qu'elle offre des solutions concrètes pour renforcer la sécurité des opérations. Merci à vous. En définitive, il s'agit de rester constamment en alerte, d'actualiser ses connaissances et d'utiliser des outils opérationnels pour que la lutte contre la fraude devienne une force et non une faiblesse pour les professionnels du crédit. Exactement, c'est le défi de demain. C'était donc une discussion très riche et détaillée. J'espère que nos auditeurs retiendront l'importance de maîtriser à la fois les aspects juridiques et opérationnels pour prévenir l'escroquerie au crédit. Merci d'avoir suivi ce podcast. Restez vigilants, continuez à vous former et à échanger sur ces sujets pour faire face à une menace qui évolue constamment.
À bientôt pour un prochain épisode.